Le 30 avril 1945, à 15h30 environ, dans un bunker en béton enterré à 8 mètres sous les jardins de la chancellerie du Reich au cœur de Berlin, Adolf Hitler se tira une balle dans la tempe droite avec son pistolet Walter PPK. À ce même instant, son épouse de moins de 40 heures, Eva Braun, mordait une ampoule de cyanure à ses côtés. Dehors, à tout juste 400 mètres, les soldats de la première division de fusiliers de la garde rouge de l'Union soviétique escaladaient les décombres du Reichstag sous un ciel orangé de poudre et de feu. Le monde ne s'arrêta pas. Il n'y eut pas de silence soudain. À San Francisco, des diplomates de 50 nations débattaient à cet instant des articles fondateurs d'une organisation appelée Nations Unies. À Okinawa, des soldats américains mouraient sous le feu de l'artillerie japonaise sans savoir que la guerre qui les avait amenés dans le Pacifique était sur le point de perdre l'un de ses architectes. Dans les bunkers de Breslau, assiégés depuis 82 jours, des soldats allemands de 16 ans tenaient leur position en défendant une ville qui n'avait plus aucune raison stratégique de résister. Pendant qu'Hitler mourait dans le bunker, la ville au-dessus de sa tête était un théâtre d'une ampleur quasi impossible à concevoir. Berlin, le 30 avril 1945, n'était pas une ville au sens conventionnel du terme. C'était un labyrinthe de 892 km² de décombres dans lequel combattaient, selon les estimations les plus conservatrices, plus de 325 000 soldats soviétiques et une force défensive allemande d'environ 85 000 effectifs. Soldats réguliers de la Wehrmacht, unités des SS, police de Berlin, Volkssturm, la garde populaire composée d'hommes trop vieux ou trop jeunes pour l'armée régulière, et les tristement célèbres unités des jeunesses hitlériennes, des garçons de 14 à 18 ans brandissant des Panzerfaust contre des chars T-34. Le général Helmut Weidling, désigné commandant de la garnison de Berlin seulement le 23 avril, après qu'Hitler eut ordonné son exécution pour avoir reculé devant l'ennemi, charge qui fut retirée lorsque Weidling se présenta en personne pour la démentir, avait divisé la défense en 8 secteurs. Il disposait, dans le meilleur des cas, de 9 soldats face à chaque soldat soviétique. « Je préférerais qu'on me fusille plutôt que de porter cet honneur », avait-il déclaré en apprenant sa nomination. Le 27 avril, Weidling avait tenté de faire comprendre au Führer la réalité de ce qui se passait. Dans son journal, il écrivit « À 5 heures du matin, après un violent bombardement avec un fort appui aérien, les Russes attaquèrent des deux côtés du Hohenzollerndamm. La poussière de briques et de pierres flotte dans l'air comme un épais brouillard. La voiture avance à peine, des obus explosent de toutes parts et des éclats nous pleuvent dessus. Partout les rues sont jonchées de cratères et de gravats. Pour nous protéger du mortier lourd russe, nous nous réfugions dans une station de métro. Dans le bâtiment de 2 étages se trouvent de nombreux civils qui s'y sont abrités, une masse de personnes apeurées, entassées debout. Et il concluait. Dans mon rapport de situation du soir, j'évoquais les souffrances de la population et des blessés. Hitler semblait dans un état de déconnexion, incapable de vraiment comprendre ce que je lui disais. Le secteur le plus âprement disputé en cette dernière journée était le Reichstag. L'immense bâtiment néo-gothique, resté vide depuis l'incendie de 1933 que les nazis attribuèrent à un agitateur communiste pour s'en servir de prétexte à l'Ermächtigungsgesetz, était devenu le symbole de la victoire soviétique. Non parce qu'il avait une valeur stratégique réelle, mais parce que dans l'imaginaire de l'armée rouge, le Reichstag incarnait le régime nazi d'une façon qu'aucun autre bâtiment ne pouvait égaler. L'enquête interne soviétique sur l'identité du premier à planter le drapeau de la victoire fut considérablement plus politique que factuelle. Le choix se porta sur Meliton Kantaria, un Géorgien comme Staline lui-même, bien que son drapeau eût été hissé bien après d'autres. C'était une opération de relations publiques au cœur du combat urbain le plus sanglant de la guerre. Le lieutenant Vassili Ustiugov de la 150e division de fusiliers soviétiques n'oublia jamais sa première vision du Reichstag à l'aube du 30 avril. C'était tôt le matin et j'étais à environ 400 mètres. À mesure que la lumière grandit, je vis un immense bâtiment gris sombre qui se dressait au-dessus de moi, criblé par le feu de l'artillerie. Les soldats des SS le défendaient avec une férocité née du désespoir. Ils savaient que se rendre aux Soviétiques n'était pas la même chose que se rendre aux Britanniques ou aux Américains. Ustiugov se rappela un incident ce même soir.
J'étais au centre de la ville et c'était une opération nocturne. Il y avait une arche à ma droite qui menait à une cave. Un peu de lumière en montait et j'allais m'y abriter pour consulter la carte. Soudain, 2 Allemands qui avaient dû m'entendre bouger montèrent l'escalier en courant et me heurtèrent de plein fouet. Je tirai par pur réflexe et les touchai tous les 2. Leurs casquettes de marins s'envolèrent dans les airs. C'étaient des cadets navals, des jeunes envoyés par Dönitz en signe de loyauté envers Hitler. Ils moururent sans avoir eu le temps d'acquérir les instincts de la guerre urbaine. La 8e division de garde, commandée par le lieutenant-général Vassili Tchouikov, avait établi son quartier général dans une maison de 5 étages à l'extrémité est du Tiergarten. Tchouikov était le même commandant qui avait défendu Stalingrad en 1942. La même force, rebaptisée en 1943, avait combattu depuis la Volga jusqu'à l'Oder et se trouvait maintenant à moins de 300 mètres du Reichstag. Le capitaine Anatoly Mereshko, l'un de ses officiers, se souvint. Nous étions comme une troupe de gitans pendant la bataille de Berlin, nous déplaçant constamment d'un endroit à l'autre dans une ville enveloppée de poussière et de fumée. Le 1er jour de mai, j'étais de garde dans la maison voisine du quartier général. Les propriétaires semblaient l'avoir abandonnée précipitamment. Je me servis un cognac pour fêter le jour férié. Puis j'entendis un bruit étrange. J'étais seul, alors je pris mon pistolet et allai enquêter. Je trouvai un Allemand dans une baignoire remplie d'eau et de sang. Il s'était tranché les veines, son uniforme était plié soigneusement à côté de la baignoire. C'était un colonel. Après ça, mon humeur de fête s'évanouit. À 3h30 du matin, le 1er mai, quelques heures seulement après la mort d'Hitler, un messager du Führerbunker se présenta au quartier général de Tchouikov. C'était le général Hans Krebs, chef d'état-major de l'armée allemande, russophone, qui souhaitait négocier. Le lieutenant soviétique Andrei Eshpai, bilingue en allemand, fut envoyé pour l'escorter depuis le point de rencontre. Pendant qu'ils attendaient de commencer le trajet à travers les ruines de Berlin, Krebs observa l'équipement soviétique rassemblé autour de lui. « Quel armement incroyable vous avez !» dit-il à voix haute, sans s'adresser à personne en particulier. Eshpai, qui savait que les conventions exigeaient une déférence réciproque, répondit « Vos Panzerfaust nous causent pas mal de problèmes. » Krebs resta pensif, puis il regarda Eshpai droit dans les yeux. « Ce n'est pas Moscou, dit-il, c'est Berlin. » Lorsque Krebs arriva au quartier de Tchouikov et annonça qu'Hitler était mort la veille, la salle tomba dans un silence absolu. Personne hors du bunker ne savait qu'Hitler était mort. « Nous savons, » répondit Tchouikov dans un mensonge automatique dont tous les autres présents prirent aussitôt note. Puis, il quitta la salle pour téléphoner à Zhukov, qui appela à son tour Staline. La réponse de Staline fut lapidaire. « Pas de négociation. Nous n'accepterons que la reddition inconditionnelle. » Krebs insista sur la nécessité d'une trêve pour assermer le gouvernement Dönitz selon les termes du testament d'Hitler. Tchouikov répéta qu'il n'y avait pas de trêve possible, seulement la capitulation totale de la garnison de Berlin. À 1h de l'après-midi, Krebs fut invité à regagner les lignes allemandes. Avant de partir, il retourna au quartier général en prétextant avoir oublié ses gants. Il regarda autour de la salle. « C'était si évident que nous ne pûmes nous empêcher de rire, » se souvint Mereshko. Nous lui demandâmes « Vos gants sont-ils si importants ?» Tous comprenaient que Krebs ne voulait pas retourner au bunker. Il s'accrochait à chaque instant de vie. Tchouikov le prit à part. D'une voix basse, il lui demanda « Et qu'allez-vous faire maintenant ?» Krebs répondit en russe « Accomplir mon devoir jusqu'au bout. » Il était évident qu'il projetait de mettre fin à ses jours. Tchouikov marqua une pause. « Bien parlé pour un soldat, » dit-il, et il lui tendit la main. Krebs la serra et quitta le bâtiment pour toujours. Il se suiciderait cette même nuit. Pendant ce temps, en surface, la bataille poursuivait son cours mécanique et implacable. Goebbels avait organisé une petite cérémonie d'adieu dans le salon vert de la chancellerie pour les jeunes défenseurs des jeunesses hitlériennes. Le lieutenant Kuhlmann fut convoqué pour y prendre part. Il trouva Goebbels assis à une longue table, en animée conversation avec un groupe de garçons. Ses enfants jouaient par terre. Les cadets navals de Kuhlmann se mêlaient aux enfants du ministre. Un cadet naval s'assit au piano et ils commencèrent à chanter les vieilles chansons martiales du mouvement.
Puis Goebbels prononça quelques mots. Les garçons, qui arrivaient directement du complexe de la chancellerie avec leurs bazookas en main, des Panzerfaust qui avaient déjà détruit plusieurs chars soviétiques cet après-midi-là, se formèrent autour de lui. Des croix de fer furent distribuées. Je pus observer Goebbels de près et vis à quel point il était complètement plongé dans la vieille rhétorique de la résistance défiante, écrivit Kuhlmann. Ces paroles n'avaient plus aucun sens dans la situation présente, et pourtant elles projetaient un sortilège dont aucun des jeunes ne semblait capable de se libérer. Dehors, il y avait un bombardement intense et constant qui avait fait beaucoup de morts et en ferait beaucoup d'autres. Ici, à l'intérieur, il y avait des chansons et une foule de visages jeunes, tous hypnotisés par la terrible éloquence de Goebbels, les enfants de Goebbels jouant innocemment, créant une atmosphère totalement irréelle. J'eus la sensation que tout un monde s'effondrait ici, un monde pour lequel des millions d'Allemands avaient combattu et étaient morts, et leur sacrifice de sang avait été absolument inutile. Le lendemain, le 1er mai, Goebbels et son épouse Magda prirent du cyanure et moururent dans le jardin de la chancellerie. Auparavant, Magda était personnellement entrée dans la chambre où dormaient ses 6 enfants. Helga, 12 ans, Hildegard, 11 ans, Helmut, 9 ans, Holdine, 8 ans, Hedwig, 6 ans, et Heidrun, 4 ans, et leur avait administré une dose de morphine suivie de cyanure. Les cadavres des enfants furent retrouvés par les soviétiques avec leurs robes de chambre encore sur eux, les cheveux coiffés, avec des expressions de paix sur les visages. Ils étaient morts sans s'éveiller. Le 2 mai, le général Weidling se présenta au quartier général de Tchouikov et signa la capitulation inconditionnelle de la garnison de Berlin, avec effet à partir de midi. C'était la reddition que Tchouikov attendait depuis Stalingrad. À Stalingrad, c'était le maréchal de campagne Paulus qui s'était rendu. Mais il l'avait fait à l'armée voisine, non à la 62e armée qui avait combattu pendant des mois à l'intérieur de la ville. Cet affront avait mis 2 ans à s'effacer. Il était maintenant soldé. Au nord, la course vers la Baltique. Pendant que Berlin brûlait, à 240 km au nord-ouest, une force entièrement différente de soldats vivait les jours les plus étranges et les plus vertigineux de la guerre. Le 30 avril 1945, le lieutenant-colonel Fraser Eddy commandait le 1er bataillon de parachutistes du Canada, monté sur les chars des Royal Scots Greys, vers le nord à travers la plaine du Mecklembourg. Les ordres étaient d'une simplicité brutale, avancer aussi vite que possible, contourner ou écraser tout obstacle et atteindre Wismar, sur la côte de la Baltique, avant que les Soviétiques n'y arrivent. Le maréchal de campagne Bernard Montgomery, commandant du 21e groupe d'armées, avait convaincu le général Eisenhower d'envoyer 2 divisions blindées supplémentaires pour appuyer cette avance. Ce n'était pas un objectif militaire au sens classique. C'était une opération politique. Si les forces de Montgomery atteignaient Lübeck et Wismar avant l'armée rouge, elles couperaient l'accès soviétique au Danemark. Le Premier ministre Churchill l'avait exposé sans ambiguïté dans un télégramme au secrétaire aux Affaires étrangères Anthony Eden. Notre arrivée à Lübeck avant nos amis russes venant de Stettin nous épargnerait bien des difficultés par la suite. Il n'y a aucune raison pour que les Russes occupent le Danemark. Le sergent Andy Anderson, l'un des parachutistes canadiens, se souvint de l'expérience de cette avance comme de quelque chose d'un autre monde. À mesure que nous avancions, les côtés de la route se congestionnaient de plus en plus. Des troupes allemandes en armes se mêlaient à des civils, des prisonniers de guerre, de tout en somme. Les Allemands semblaient fatigués, abattus et sales. Nous passâmes devant de nombreux camps de prisonniers, certains totalement débordés. Nous ne pouvions pas nous arrêter, alors nous leur lancions seulement du chocolat ou des rations. Toute la 3e division Panzer du général Hasso von Manteuffel était en pleine fuite vers l'ouest pour éviter de tomber aux mains soviétiques. Lorsque les unités blindées allemandes voyaient arriver les parachutistes canadiens, elles s'arrêtaient et attendaient, espérant être faites prisonnières par les alliés occidentaux plutôt que par l'armée rouge. Les officiers allemands descendaient de leurs véhicules et saluaient pendant que les Canadiens passaient sans s'arrêter. Cela finit par ressembler presque à une reddition non officielle, se souvint Anderson. La situation de l'avant-garde américaine fut encore plus délirante. Le capitaine William Knowlton, commandant 65 hommes du 87e escadron de reconnaissance de cavalerie, fut envoyé avec l'ordre de continuer à avancer jusqu'à trouver les Russes.
Ils traversèrent plusieurs dizaines de kilomètres de territoire allemand entre deux armées. Dans les deux cas, sans tirer une seule balle. Les Allemands les laissaient passer parce qu'ils croyaient qu'une force américaine massive suivait derrière. Knowlton le savait et en tira parti. À Lübz, encerclé d'unités blindées allemandes manifestement hostiles et les communications coupées, il regarda droit dans les yeux l'officier allemand qui s'était avancé pour l'affronter et dit « Croyez-vous que je serais assez stupide pour venir jusqu'ici, prendre 3 villes et désarmer des milliers de vos soldats si je n'avais pas une grande force qui me suivait ?» L'Allemand hésita, se gratta la tête et le nomma commandant de garnison de Lübz. Toute la salle fit le salut nazi et dit à l'unisson « Bonsoir, Herr Commandant ». Cet après-midi du 30 avril, pendant qu'Hitler mourait dans le bunker à 400 mètres du Reichstag, les parachutistes canadiens continuaient d'avancer vers le nord à toute allure. 2 jours plus tard, ils atteindraient Wismar, quelques heures avant les colonnes blindées soviétiques. L'objectif avait été atteint. Le Danemark était à l'abri de l'occupation soviétique. L'armée rouge ne traverserait pas la Baltique, et l'armée du nord de l'Allemagne, prise en étau entre les deux forces, n'aurait nulle part où se réorganiser pour prolonger la résistance. Hambourg et Flensbourg, le gouvernement des morts. Le 30 avril 1945, tandis qu'Adolf Hitler signait dans le bunker son acte de décès politique avant d'appuyer sur la gâchette, l'amiral Karl Dönitz ignorait encore qu'il était devenu le successeur désigné du régime agonisant à Berlin. Dönitz se trouvait à Plön, dans le nord de l'Allemagne, dirigeant les opérations navales depuis une position qui n'avait plus aucune signification stratégique réelle. À 10 heures du soir le 30 avril, un télégramme de Martin Bormann depuis le bunker lui communiqua sèchement qu'Hitler l'avait nommé son successeur dans son testament politique. Le télégramme ne mentionnait pas le suicide. Il l'informait que le Führer était toujours en vie et qu'il avait désigné Dönitz comme Reichspräsident et commandant suprême des forces armées. Ce que Dönitz ignorait, c'est qu'Hitler était mort depuis 15h30. Bormann avait délibérément retenu cette information pour étendre sa propre influence dans les heures qui suivraient. Le complexe de briques rouges de l'Académie navale de Murvik, construit par le Kaiser Guillaume II en 1910, attendait vide aux abords de Flensbourg, la ville la plus septentrionale d'Allemagne, à quelques kilomètres à peine de la frontière danoise. Son architecture gothique imitait délibérément le château de Marienbourg, siège historique des chevaliers teutoniques, cet ordre militaire médiéval qui avait lancé des croisades sanglantes contre les peuples slaves de l'Est. C'était, en quelque sorte, un décor parfaitement choisi pour ce que serait ce gouvernement dans les jours suivants. Les derniers vestiges du nazisme tentant de prolonger leur existence sous le couvert d'une apparence de légalité. Ce n'est que le 1er mai que Dönitz apprit qu'Hitler était mort. Ce soir-là, il diffusa un message radio à la nation allemande, le présentant comme un héros tombé au combat. Notre Führer Adolf Hitler est tombé. Le peuple allemand s'incline dans le deuil le plus profond et le plus respectueux. Dès sa jeunesse, il reconnut la terrible menace du bolchevisme et consacra sa vie à s'y opposer. Au terme de sa lutte, il mourut en héros dans la capitale du Reich allemand. C'était, dès la première ligne, un mensonge pur. Hitler n'était pas mort au combat, il s'était suicidé dans un bunker. Mais la mythologie exigeait autre chose, et Dönitz la fournit sans hésiter. Le gouvernement que Dönitz forma dans les jours suivants à Flensbourg ne fut pas un cabinet de transition. Il comptait Otto Ohlendorf comme principal conseiller aux affaires économiques, le même Ohlendorf qui, durant la campagne de Russie, avait commandé l'Einsatzgruppe D, l'un des escadrons d'extermination mobile qui massacrèrent des dizaines de milliers de Juifs et de Slaves dans le sud de la Russie et en Ukraine. Il comptait Albert Speer comme ministre de l'Industrie. Et il envisagea sérieusement de nommer Heinrich Himmler ministre de l'Intérieur, poste qu'il laissa vacant pendant plusieurs jours avant de décider qu'une telle nomination risquait de pousser les Alliés à dissoudre le gouvernement durant les négociations de capitulation. Le comte Schwerin von Krosigk fut nommé ministre des Affaires étrangères. Il avait étudié le droit à Lausanne puis à Oxford en tant que boursier Rhodes. Il avait reçu la Croix de fer lors de la Première Guerre mondiale. Et dans les premiers jours de mai 1945, usant de la même éloquence académique qu'il avait cultivée dans les universités les plus prestigieuses d'Europe,
Il diffusa depuis Flensburg une série de discours radiophoniques destinés à convaincre le monde que l'Allemagne avait mené une noble guerre défensive contre la barbarie bolchevique. Dans l'un de ses discours, von Krosigk prononça une phrase qui entrerait dans l'histoire, bien que pas de la manière dont il l'eût souhaité. Il avertit que « un rideau de fer avance depuis l'Est ». L'expression avait été utilisée pour la première fois par Goebbels dans un article du 25 février 1945 dans la revue Das Reich. Von Krosigk la popularisait désormais depuis Flensburg. C'était de la propagande nazie. C'était le langage du régime qui venait de mourir, tentant de survivre dans la bouche de ses héritiers. 2 ans plus tard, Winston Churchill l'adopterait dans son célèbre discours à Fulton, dans le Missouri, marquant ainsi le début de la guerre froide. La stratégie de Dönitz était simple et implacable. Négocier avec les alliés occidentaux le plus grand nombre possible de redditions partielles, gagnant du temps pour que soldats et civils allemands fuient vers l'ouest et échappent aux soviétiques. Se rendre à l'ouest, continuer à combattre à l'est. Hambourg serait offerte aux Britanniques le 3 mai en signe de bonne volonté. Le même jour, Breslau, assiégé par l'armée rouge depuis 82 jours, recevrait l'ordre de continuer à résister. La destruction totale de cette ville et de sa population devait se poursuivre. Le 9 mai, le gouvernement de Flensburg était toujours en place. Il survivrait encore 14 jours avant que des troupes britanniques ne l'abattent. Le 23 mai, l'administration tout entière fut arrêtée. Heinrich Himmler, qui était demeuré dans les environs, exerçant son influence depuis l'ombre, fut appréhendé et se suicida pendant son traitement en détention. Breslau, la ville qui mourut pour rien. À 185 km au sud-est de Berlin, la ville de Breslau était assiégée depuis 82 jours lorsqu'Hitler mourut. Le siège avait commencé en février 1945 lorsque l'armée rouge referma l'étau sur cette ville silésienne qu'Hitler avait désignée comme Festung, ville-forteresse, bien qu'elle ne disposât d'aucune défense naturelle justifiant ce nom. La transformation de Breslau en bastion avait déjà coûté la vie à des milliers de civils, contraints d'abandonner leur foyer dans le froid polaire de janvier pour marcher vers l'ouest. Beaucoup étaient morts en chemin. Le Gauleiter Karl Hanke, le chef du parti nazi en Silésie, gouvernait la ville assiégée en faisant de la terreur son principal instrument. On estime que plus de 11 000 personnes furent exécutées durant le siège sous des accusations de désertion. Des enfants de 10 ans furent mis au travail sous le feu de l'artillerie soviétique pour dégager des pistes d'atterrissage improvisées à l'intérieur du périmètre. Refuser équivalait à la peine de mort. Le 3 mai, alors que Berlin était déjà aux mains des soviétiques, qu'Hitler était mort, que le gouvernement Dönitz s'était installé à Flensburg et que la guerre était pratiquement terminée sur tous les fronts occidentaux, Breslau continuait de se battre. Le maréchal de Schörner téléphona au commandant de la garnison, le général Hermann Niehoff, et lui exigea de tenir la ville en mémoire d'Hitler. Il lui dit textuellement « se battre jusqu'à la dernière balle et jusqu'au dernier homme ». Le soldat Heinz Liedtke écrivit à son frère ce jour-là « Nous sommes à Breslau comme des rats dans un piège, attendant simplement la fin. J'ai perdu l'espoir de sortir de ce bourbier. Nous nous battons. Nous buvons par désespoir et menons une vie dissolue avec des prostituées de diverses nationalités. Hier, j'ai reçu un laissez-passer pour quelques heures et je suis allé chercher tante Trude. De sa maison sur la Königsplatz, il ne reste qu'un mur calciné. Personne ne sait ce qu'elle est devenue, ni les autres locataires. Mais il me semble que nous ne la reverrons plus. Je courrai probablement le même sort dans ce maudit endroit. » Le soldat de 15 ans, Max Besselt, combattant avec les jeunesses hitlériennes, écrivit dans son journal le 3 mai « Personne ne sait comment tout cela finira. Nous sommes 14, maniant 2 mortiers moyens de 8 mm. Avant, nous étions camarades de classe dans l'une des écoles de Breslau. Maintenant, nous sommes une équipe d'armes. Le plus âgé du groupe vient d'avoir 16 ans. Cela fait 5 semaines qu'aucun de nous ne se repose. Nous nous retirons lentement, repoussant un flux constant d'attaques russes. Nous combattons dans les décombres de ces immeubles en feu, attendant que tout s'arrête. Ce qui mit finalement fin au siège ne fut pas un ordre militaire, mais une intervention morale. Un groupe de clercs de Breslau, l'évêque catholique Joseph Fersch, le chanoine Joseph Kramer et 2 pasteurs protestants, Joachim Conrad et Ernst Hornig, demanda une audience au général Niehoff.
Le pasteur protestant Ernst Hornig prit la parole directement. « Chaque jour, on me demande si tous doivent mourir sous les bombes et les flammes. Et pourquoi ? Chaque jour, la foi dans le parti s'affaiblit. Les gens ne voient plus aucun sens à défendre Breslau. Dans ces circonstances, pouvez-vous répondre devant Dieu de poursuivre la défense de la ville ?» Il y eut un silence dans le bunker. Niehoff baissa la tête pendant une minute entière. Puis il leva les yeux vers l'éclair. « Vos préoccupations sont les miennes, » dit-il. Le lendemain, Niehoff coupa toutes les communications téléphoniques avec Schörner. Lorsque Hanke fit irruption dans son poste de commandement en menaçant de l'arrêter, Niehoff regarda ses soldats et dit posément « Si quelqu'un doit procéder à une arrestation ici, Gauleiter, ce sera moi. » Hanke parut se dégonfler. « Pardonnez ma menace, » dit-il finalement. « Ce n'en était pas une, mais que dois-je faire ?» Niehoff le regarda froidement. « Vous ôtez la vie, » suggéra-t-il. Hanke n'en eut pas le courage. Cette nuit-là, il s'enfuit de la ville en avion. Le 6 mai, le général Niehoff réunit son état-major. « Il est temps de mettre fin au combat, » dit-il. « Hitler est mort. Berlin est tombé. Les alliés orientaux et occidentaux se sont serrés la main au cœur de l'Allemagne. Il n'y a plus de raison de continuer à se battre pour Breslau. Tout sacrifice supplémentaire est un crime. J'ai décidé de mettre fin au combat et d'offrir la reddition de la ville et de la garnison à l'ennemi. Le seul qui s'y opposa fut Otto Herzog, commandant du Volkssturm et nazi invétéré. Dans quelques semaines, les alliés occidentaux et l'Union soviétique seront en guerre, et l'armée allemande sera de nouveau nécessaire, s'écria-t-il en quittant la salle. 1 heure plus tard, il se tira une balle. Breslau tomba le 6 mai, 4 jours après la reddition de Berlin. 82 jours de siège pour finir exactement comme elle aurait fini sans le siège. Le nord de l'Allemagne. L'effondrement entre les deux armées. L'effondrement du front nord de l'Allemagne le 30 avril 1945 ne fut pas une série de batailles ordonnées, mais un chaos aux proportions presque bibliques. Le major Erich Mende de la 102e division d'infanterie de la Wehrmacht, décoré de la Croix de Chevalier en janvier 1945 pour avoir organisé la retraite qui permit à plus de 10 000 civils d'échapper à l'armée rouge en Prusse orientale, le décrivit sans détour. Tout s'est effondré le 30 avril. Une poussée soviétique de chars depuis le sud-est a débordé nos forces et atteint les faubourgs de Rostock. La principale voie de sortie était coupée et une masse de nos fantassins grimpa à bord de nos camions et jeeps restants tandis que nous tentions de trouver une autre issue. Mende et ses soldats parvinrent finalement au port de Warnemünde pour ne trouver que des navires bondés de réfugiés. Les hommes restèrent sur le quai. Puis arriva un flot soudain de personnes inattendues. Environ 500 personnes squelettiques apparurent, toutes vêtues de vêtements de prisonniers. Nous comprîmes qu'il s'agissait d'évader d'un camp de concentration voisin. Les deux groupes se regardèrent dans un silence tendu et embarrassant. Dans la petite ville de Demmin, dans l'état du Mecklembourg, l'une des tragédies les moins connues de ces jours-là se déroula. Le 30 avril, une colonne d'avant-garde soviétique de la 65e armée et du 1er corps blindé de la garde arriva aux abords de la ville à midi. Un drapeau blanc fut hissé sur la tour de l'église et 3 négociateurs soviétiques s'approchèrent du fossé anti-chars en promettant de respecter la population civile si la ville se rendait sans combattre. Le général soviétique Mikhail Panov, commandant de la 38e brigade blindée, avait émis ce même matin un ordre à tous ses officiers mettant en garde contre le pillage et exigeant un comportement discipliné. Mais alors, un détachement des SS ouvrit le feu sur les négociateurs et les tua tous les 3, puis se retira à travers la ville en faisant sauter les ponts derrière eux. Demmin se retrouva encerclé entre la rivière Pine au nord et à l'ouest et la rivière Tollensee au sud. Lorsque les troupes soviétiques entrèrent en réponse, des membres des jeunesses hitlériennes commencèrent à leur tirer dessus. En représailles, des soldats russes aspergèrent des bâtiments d'essence et mirent le feu à des parties de la ville. La propagande nazie sur les atrocités bolcheviques avait totalement imprégné la population, et la panique déclencha quelque chose sans précédent. Une vague massive de suicides. Des familles entières mirent fin à leurs jours ensemble, certaines avec des pistolets, d'autres avec des lames de rasoir ou du poison, beaucoup en se noyant dans les rivières. D'autres encore, voyant la ville brûler, tombèrent dans le désespoir.
Au 1er mai, plus de 900 personnes avaient péri de cette façon à Demmin. Ce n'était pas un cas isolé. La brutalité réelle de l'armée rouge progressant à travers l'est de l'Allemagne, vols, viols, incendies, avait été documentée par les commandants soviétiques eux-mêmes avec une inquiétude croissante. Le procureur militaire de la garde du premier front biélorusse du maréchal Joukov, le major général Yachinin, prépara un rapport début mai signalant que les crimes violents contre la population civile avaient considérablement diminué, mais que le pillage et le viol restaient un problème sérieux. Il citait des cas précis. Le lieutenant soviétique Anchivatov avait été arrêté en état d'ivresse alors qu'il commettait des viols de maison en maison dans les faubourgs de Berlin. Les soldats Ivanov et Manankov avaient été surpris en train de violer une série de femmes, dont l'une, très malade, se remettait d'une tentative de suicide préalable après un viol collectif. Un sergent d'Orohin avait menacé les parents d'une adolescente de 15 ans avec un pistolet et l'avait violée devant eux. Le major général Yachinin admettait franchement « il existe de nombreux autres cas similaires ». Mais il y avait aussi l'autre versant. Dans la petite ville de Greifswald, le colonel Rudolf Hagen réunit des émissaires et négocia directement avec le commandant soviétique qui s'approchait. Le recteur de l'université Karl Engel servit d'intermédiaire. À 3 heures du matin, le 30 avril, la réunion eut lieu avec le général soviétique Bortchev et la capitulation fut convenue. À 11 heures du matin, les premiers chars russes entrèrent et Greifswald se rendit de manière ordonnée. Les pillages isolés survenus le 1er mai furent gérés conjointement par la police allemande et le commandement russe avec des agents au carrefour convenus par les deux parties. Greifswald fut préservé. Le contraste était brutal. Les mêmes troupes, les mêmes soldats pouvaient se comporter de manière radicalement différente selon la qualité du commandement, la présence d'alcool et selon qu'ils avaient été accueillis par des coups de feu ou des drapeaux blancs. La Baltique, la tragédie du Cap Arkona. Le 30 avril 1945, dans la baie de Lübeck, plusieurs navires attendaient ancrés sous un ciel gris de la Baltique. Parmi eux, le Cap Arkona, un grand paquebot de luxe construit en 1927, dont les turbines étaient complètement épuisées, qui en 1942 avait été utilisé pour tourner une reproduction du Titanic dans un film de propagande commandé par Goebbels, et qui au premier mois de 1945 avait servi à évacuer des soldats et des civils allemands de Prusse orientale. À présent, retirés du service actif, les SS en avaient fait un navire-prison. À bord, depuis des jours, des milliers de prisonniers du camp de concentration de Neuengamme entassés, enfermés dans les cales sans nourriture ni soins médicaux. Les SS avaient dit qu'ils les emmèneraient en Suède. Mais des officiers des SS du quartier général de Himmler déclareraient plus tard que le véritable objectif était de couler le navire avec tous les prisonniers à bord. Il n'y avait pas de marque de la Croix-Rouge. Il n'y avait pas de canot de sauvetage accessible. Et le 30 avril, tandis qu'Hitler mourait à 800 km au sud, les prisonniers du Cap Arkona n'avaient aucun moyen de savoir que l'homme qui avait ordonné leur enfermement venait de mettre fin à ses jours. Ce qui se passerait 3 jours plus tard serait l'un des épisodes les plus sombres des derniers jours de la guerre. Le capitaine d'aviation Derek Lovell de l'escadrille 197 de la RAF se souvenait. « On nous a dit d'aller à la Baltique et d'attaquer les navires. En chemin, nous avons croisé certains de nos avions qui revenaient. Ils avaient incendié le Cap Arkona. Il était rouge incandescent de la proue à la poupe. » Le renseignement de la RAF avait reçu des rapports selon lesquels les Allemands rassemblaient des navires dans la baie de Lübeck pour s'enfuir vers la Norvège avec les dignitaires nazis échappés de Berlin. 4 escadrilles de la 2e force aérienne tactique attaqueraient les navires le 3 mai. Le Cap Arkona, incendié, commencerait à couler. Plus de 4250 prisonniers mourraient. Le capitaine John McCausland, officier de renseignement du 5e régiment de reconnaissance britannique, avançait le long de la côte quand un esclave en fuite se poserait sur le chemin de sa colonne. « Ce navire est rempli de prisonniers d'un camp de concentration », leur crierait-il. « Ils sont enfermés dans les cales et il n'y a pas de canot de sauvetage. » Il serait trop tard pour établir un contact radio. McCausland continuerait d'avancer vers Neustadt, à 37 km au nord-ouest de Lübeck. Là, il trouverait des prisonniers de camps de concentration qui n'avaient pas reçu de nourriture pendant 8 jours. Et puis ils arriveraient à la plage.
Makoslan se souviendrait de ce moment pour le reste de sa vie. La plage de Neustadt était l'endroit le plus horrible que j'ai jamais vu. Les Allemands avaient mis les prisonniers dans des chalands, mais certains n'ont pas pu partir. Alors les gardiens ont retiré les échelles et ont mitraillé tous ceux qui se trouvaient à l'intérieur. Ces chalands restaient remplis de femmes et d'enfants qui avaient été fusillés. Et sur la même plage, il y avait plusieurs centaines de petits-enfants avec les crânes fracassés. Ils avaient été attachés dos à dos avec des cordes passées par la bouche et battus jusqu'à la mort. Leur corps était juste devant nous. Cet après-midi-là, le 5e régiment de reconnaissance s'arrêterait dans une petite maison de campagne à quelques kilomètres de là. Le propriétaire allemand tenterait d'être aimable. « Venez voir mes livres », dirait-il à Makoslan. « J'ai Goethe et Dickens. » Makoslan ne pourrait pas mettre en mots ce qu'il avait vu quelques heures auparavant. « Non », répondrait-il finalement. San Francisco, l'avenir qui se construisait pendant que le passé brûlait. Ce même 30 avril 1945, à San Francisco, Californie, 50 nations réunies à la conférence de San Francisco débattaient les articles fondateurs de l'Organisation des Nations Unies. Le sujet qui dominait le débat n'était pas Hitler ni Berlin, c'était la Pologne. La conférence avait commencé le 25 avril, le même jour où les troupes soviétiques et américaines se rencontrèrent à l'Elbe à Torgau, un moment photographique qui fit le tour du monde. Le lieutenant soviétique Alexander Silvashko et le lieutenant américain William Robertson s'embrassant devant la pancarte qui disait « East meets West ». Alistair Cook couvrait la conférence pour la presse nord-américaine et décrivit l'atmosphère quand arrivèrent les premières nouvelles de la reddition. En moins d'une heure, les réseaux de radio diffusaient un vertigineux tourbillon de rumeurs. La police municipale, mise en alerte dès l'aube, se détendit à nouveau. Avant midi, il fut établi que l'Associated Press avait annoncé le jour de la victoire trop tôt. Le correspondant de l'AP, Ed Kennedy, avait délibérément violé l'embargo informationnel sur la reddition de Reims le 7 mai, convaincu que maintenir l'information sous embargo était désormais une simple question de politique, non de sécurité militaire. Ce fut la plus grande crise de censure de guerre de l'histoire pour la presse nord-américaine. Mais ce qui se passait à San Francisco avait sa propre dynamique. Le jeune correspondant naval John F. Kennedy, décoré pour son service dans le Pacifique, fils de l'ancien ambassadeur Joseph Kennedy, publia une chronique dans le New York Journal depuis la conférence. Il écrivit avec lucidité sur ce qu'il voyait. « Cette ville donne sur le Pacifique et pour les gens ici, la guerre a toujours été la guerre contre les Japonais. Les militaires qui remplissent les rues l'ont pris avec calme. La guerre du Pacifique est la seule guerre que la plupart d'entre eux a connue et quand tu viens de revenir de mois de combat et que dans quelques jours tu retourneras au front du Pacifique, c'est difficile de s'enthousiasmer pour la fin de la guerre. La victoire est très loin pour eux. » Kennedy parla du dilemme que l'Union soviétique posait à la conférence avec une clarté impropre à un journaliste de 27 ans. « Les Russes ont une bien plus grande peur que nous d'une résurgence allemande. C'est pourquoi ils vont s'assurer leurs frontières occidentales. Aucun gouvernement hostile à la Russie ne sera autorisé dans les pays qui bordent son territoire. Ils sentent qu'ils se sont gagnés ce droit à la sécurité, et ils pensent l'avoir, quoi qu'il advienne. » À la conférence, le ministre soviétique des Affaires étrangères Molotov informa le secrétaire d'État nord-américain Stettinius que l'armée rouge avait arrêté 16 négociateurs de paix polonais, un événement qui avait en réalité eu lieu en mars et que Staline avait gardé secret. Ce fut le premier grand séisme diplomatique de l'après-guerre. Les Polonais avaient disparu, les alliés occidentaux ne savaient rien, et l'ordre qu'on tentait de construire à San Francisco avait déjà sa première fissure profonde. Le Pacifique, la guerre qui ne savait pas que son moteur était mort. Pour la majorité du monde en guerre, la mort d'Hitler le 30 avril 1945 fut, en termes immédiats, complètement insignifiante. À Okinawa, la bataille la plus sanglante de la guerre du Pacifique continuait son cours. Les forces américaines avaient débarqué le 1er avril sur cette île japonaise à 560 km de la côte de Kyushu, dans ce qui serait la dernière grande opération amphibie de la guerre. Le 30 avril, 30 jours après le débarquement, les combats restaient d'une férocité sans précédent. Les défenseurs japonais, environ 100 000 soldats de l'armée impériale sous le commandement du général Mitsuru Ushijima,
avait construit un réseau de tunnels, de bunkers et de positions enterrées d'où ils résistaient à chaque avance américaine. Les kamikazes attaquèrent la flotte de soutien de manière constante. Les pertes américaines à Okinawa durant le mois d'avril avaient dépassé le total de la campagne de Normandie en proportion. Pour quand la bataille prendrait fin le 22 juin 1945, plus de 12 000 soldats américains étaient morts, environ 110 000 combattants japonais, et on estime entre 40 000 et 150 000 civils okinawiens. Hitler n'avait aucun rôle dans ces chiffres. Sa mort ne changea une seule tranchée à Okinawa. La Chine, où la guerre durait depuis 1937, ne connut pas non plus aucune transformation le 30 avril. Les forces de l'armée impériale japonaise occupaient de vastes étendues du territoire chinois. Les tensions entre le Kuomintang de Chiang Kai-shek et les forces communistes de Mao Zedong, qui coopéraient de manière précaire dans la résistance, présageaient déjà la guerre civile qui viendrait après. Pour les paysans du Hunan ou les soldats qui combattaient dans les montagnes du Yunnan, la nouvelle qu'un dictateur européen s'était suicidé dans un bunker de béton n'altérait en rien la réalité de leur vie. En Birmanie, le 30 avril 1945, le général britannique William Slim exécutait depuis des semaines l'une des manœuvres d'enveloppement les plus brillantes de la guerre, la prise de Rangoon. La 14e armée britannique et indienne progressait vers le sud à une vitesse vertigineuse, anticipant les pluies de mousson qui rendraient les mouvements impraticables quelques semaines plus tard. Rangoon serait prise le 3 mai. Pour ces soldats, dont beaucoup avaient passé 3 ou 4 ans dans le théâtre d'Asie du Sud-Est, la guerre restait tout ce qu'ils connaissaient. Le Pacifique, la guerre qui ne savait pas que son moteur était mort. Pour la majorité du monde en guerre, la mort d'Hitler le 30 avril 1945 fut, en termes immédiats, complètement insignifiante. À Okinawa, la bataille la plus sanglante de la guerre du Pacifique continuait son cours. Les forces américaines avaient débarqué le 1er avril sur cette île japonaise à 560 km de la côte de Kyushu, dans ce qui serait la dernière grande opération amphibie de la guerre. Le 30 avril, 30 jours après le débarquement, les combats restaient d'une férocité sans précédent. Les défenseurs japonais, environ 100 000 soldats de l'armée impériale sous le commandement du général Mitsuru Ushijima, avaient construit un réseau de tunnels, de bunkers et de positions enterrées d'où ils résistaient à chaque avance américaine. Les kamikazes attaquèrent la flotte de soutien de manière constante. Les pertes américaines à Okinawa durant le mois d'avril avaient dépassé le total de la campagne de Normandie en proportion. Pour quand la bataille prendrait fin le 22 juin 1945, plus de 12 000 soldats américains étaient morts, environ 110 000 combattants japonais, et on estime entre 40 000 et 150 000 civils okinawiens. Hitler n'avait aucun rôle dans ces chiffres. Sa mort ne changea une seule tranchée à Okinawa. La Chine, où la guerre durait depuis 1937, ne connut pas non plus aucune transformation le 30 avril. Les forces de l'armée impériale japonaise occupaient de vastes étendues du territoire chinois. Les tensions entre le Kuomintang de Chiang Kai-shek et les forces communistes de Mao Zedong, qui coopéraient de manière précaire dans la résistance, présageaient déjà la guerre civile qui viendrait après. Pour les paysans du Hunan, ou les soldats qui combattaient dans les montagnes du Yunnan, la nouvelle qu'un dictateur européen s'était suicidé dans un bunker de béton n'altérait en rien la réalité de leur vie. En Birmanie, le 30 avril 1945, le général britannique William Slim exécutait depuis des semaines l'une des manœuvres d'enveloppement les plus brillantes de la guerre, la prise de Rangoon. La 14e armée britannique et indienne progressait vers le sud à une vitesse vertigineuse, anticipant les pluies de mousson qui rendraient les mouvements impraticables quelques semaines plus tard. Rangoon serait prise le 3 mai. Pour ces soldats, dont beaucoup avaient passé 3 ou 4 ans dans le théâtre d'Asie du Sud-Est, la guerre restait tout ce qu'ils connaissaient. En Indochine, l'occupation japonaise continuait, en Indonésie aussi. En Corée, occupée depuis 1910, la domination japonaise était absolue. Aux Philippines, où le général Douglas MacArthur était revenu dramatiquement en octobre 1944 et où la campagne de libération continuait, la guerre était aussi réelle que le jour précédent. L'amiral japonais Soemu Toyoda, commandant en chef de la flotte combinée,
ne reçut aucun message urgent de Tokyo le 30 avril ordonnant un changement de stratégie en raison de la mort d'Hitler. Personne dans l'état-major impérial japonais ne considéra même que l'événement méritait une crise gouvernementale. L'Allemagne était un allié dont le Japon avait reçu de la technologie navale et des communications secrètes, mais la guerre du Japon était la guerre du Japon, et il combattait seul dans le Pacifique depuis des années. Il n'y aurait que 3 mois de vie pour l'Empire japonais après le 30 avril 1945. La bombe atomique sur Hiroshima arriverait le 6 août. Sur Nagasaki, le 9. La reddition formelle serait signée sur le pont du cuirassé USS Missouri dans la baie de Tokyo le 2 septembre. Mais tout cela était encore à venir. Le 30 avril, la guerre du Pacifique était complètement indépendante de ce qui se passait à Berlin. Le livre de Michael Jones, After Hitler, 2015, l'articule avec précision depuis sa perspective européenne. Même dans le théâtre du Pacifique, les nouvelles arrivaient lentement et fragmentées. Les sous-marins japonais qui patrouillaient l'océan Indien ne savaient pas exactement ce qui se passait en Europe. Les soldats américains embarquant à San Francisco pour retourner au Pacifique captaient les célébrations dans les rues, mais comprenaient que pour eux, rien n'avait encore pris fin. L'armée Vlasov, les Russes qui combattaient contre la Russie. Parmi tous les acteurs secondaires de ces jours de mai, aucun n'incarna mieux l'ambiguïté morale de la guerre que la soi-disant armée Vlasov. Le général Andreï Vlasov avait été l'un des commandants les plus brillants de l'armée rouge. En octobre 1941, quand les Allemands avançaient vers Moscou dans ce qui semblait l'effondrement définitif de l'État soviétique, Vlasov défendit la capitale avec la 20e division et fut l'un des artisans de la contre-offensive qui arrêta les Allemands en décembre. Staline le décora, puis l'envoya à Leningrad où une opération de dégagement échoua par manque de soutien. La deuxième armée de choc resta encerclée dans les marécages de la rivière Volkhov. En juillet 1942, après des semaines de tentatives pour briser le siège, Vlasov fut capturé par les Allemands. En captivité, Vlasov prit une décision qui le condamnerait. Il décida que le véritable ennemi n'était pas Hitler mais Staline, et que la seule façon de libérer la Russie du régime bolchevique était de collaborer avec les Allemands pour le vaincre. Il commença à recruter des prisonniers de guerre soviétiques pour une armée anti-Staline. Hitler, qui méprisait les Slaves comme des sous-humains, rejeta pendant des années l'idée d'armer les Russes, même pour combattre l'URSS. Ce n'est qu'en février 1945, quand c'était déjà trop tard pour avoir une importance stratégique, que Himmler, sans l'approbation formelle du Führer, autorisa la création de 2 divisions complètes d'infanterie russe sous le commandement de Vlasov. La première fut envoyée au front de l'Oder. Des Russes contre des Russes sur le sol allemand pour le compte du Troisième Reich. Le 30 avril 1945, l'une de ces divisions, la première, était en Bohême occidentale. L'autre, la deuxième, était en Autriche sous le commandement du général Mikhail Meandrov, près de Linz, la ville natale d'Hitler. L'officier de liaison allemand capitaine Arthur Mongrovius écrivit ce jour-là depuis Linz sur sa relation avec Meandrov. « J'en suis venu à connaître un général russe, Mikhail Meandrov, un homme cultivé et bien éduqué. En présence d'un interprète, j'ai eu avec lui de nombreuses conversations de longue haleine sur Dieu et le monde. Je ne doute pas que beaucoup des officiers qui se sont joints à l'armée Vlasov l'ont fait non par opportunisme ou intérêt personnel, mais par une conviction authentique que le régime de Staline a infligé un grand préjudice au peuple russe. La situation de l'armée Vlasov était désespérée. Les Allemands étaient en train d'être vaincus. Les alliés occidentaux, bien qu'idéologiquement plus proches d'une armée anticommuniste, avaient des engagements envers Staline qui rendaient politiquement impossible de leur offrir une protection. Mongrovius l'articulait avec un frisson. Si les États-Unis livraient l'armée Vlasov qui s'oppose de cœur au régime de Staline aux Soviétiques, la fin inévitable de cette force serait d'être pendue au mur du Kremlin sur la place rouge de Moscou. L'histoire lui donnerait raison. Presque tous les soldats de Vlasov qui tombèrent aux mains des Soviétiques furent exécutés ou moururent dans les camps du Goulag. Vlasov lui-même fut pendu à Moscou en août 1946. L'URSS les traiterait non comme des prisonniers de guerre, mais comme des traîtres à la patrie. Mais avant cette fin, la première division de l'armée Vlasov ferait quelque chose que personne n'attendait, sauver Prague.
Prague, la ville qui a combattu seule. Le 30 avril 1945, tandis qu'Adolf Hitler se tirait une balle dans le bunker de Berlin, Prague restait la seule grande capitale européenne encore sous occupation allemande. Et dans cette ville, ce jour exact, le SS Obergruppenführer Karl Hermann Frank émit un message par radio qui resterait gravé dans la mémoire de tous ceux qui l'entendirent. Toute tentative de soulèvement serait noyée dans une mer de sang. Frank savait tout. Il savait que plusieurs fronts de l'armée rouge convergèrent vers la Bohême. Il savait que le général Patton disposait de forces américaines à Pilsen, à 90 km. Il savait que la population de la ville était en ébullition depuis des semaines. Il savait aussi que dans les forêts au nord de Prague campait la première division de l'armée Vlasov, des Russes anti-Staline qui combattaient sous drapeau allemand, et que la loyauté de ces hommes, au moment de l'effondrement final du Reich, était une inconnue que personne n'osait calculer. Pour tout cela, Frank ordonna de dégager les rues. Il instruisit la police et l'armée de tirer sur quiconque désobéirait. Et il lança son avertissement dans l'éther avec la même assurance avec laquelle, 6 ans plus tôt, il avait organisé l'extermination de l'I-10. Mais la marge de temps entre la menace et la catastrophe n'était déjà plus qu'une question d'heures, non de semaines. Dans les quartiers généraux des officiers tchèques qui préparaient le soulèvement depuis l'hiver, le commandement Bartos du général Karel Kutlwasser pour l'intérieur de la ville, le commandement Alex du général František Slunečko pour les banlieues. Les rapports sur la situation à Berlin circulaient depuis des jours sous forme de rumeurs captées sur des radios clandestines accordées à la BBC. Personne ne savait encore avec certitude qu'Hitler était mort. Mais la vitesse de l'avance soviétique depuis le nord et la paralysie visible dans les commandements allemands de la ville en disaient assez. Les partisans tchèques menaient depuis des semaines la bataille des rails, sabotage de lignes de chemin de fer, attaques contre des dépôts de munitions, embuscades contre des trains de ravitaillement. Les Allemands avaient réagi en concentrant en Bohême certaines de leurs unités les plus dures. Des éléments de la 6e division Panzer SS, les 1ère et 4e divisions Panzer, et plusieurs armées combinées qui totalisaient plus de 60 000 soldats armés aux alentours immédiats de Prague, plus de 30 000 en garnison à l'intérieur de la ville. C'était une disproportion écrasante. Et pourtant, dans les appartements, dans les tavernes, dans les sacristies, les groupes de résistance débattaient s'il fallait lancer le soulèvement cette nuit-là, le jour suivant, ou attendre l'arrivée des Américains. Le Conseil national tchèque, formé par des représentants des différents partis politiques clandestins pour former le gouvernement après la libération, s'opposait à toute action prématurée. L'échec du soulèvement slovaque en septembre 1944, écrasé par des massacres et des représailles, était un argument difficile à réfuter. Mais d'autres secteurs soulignaient que les affrontements avec la garnison allemande avaient déjà commencé de manière spontanée en plusieurs points de la ville et que la population de Prague ne pourrait pas être contenue beaucoup plus longtemps. Cet après-midi du 30 avril, tandis que les corps d'Hitler et d'Eva Braun brûlaient dans un jardin de Berlin, les Tchèques de Prague l'ignoraient. Ils écoutaient la menace de Frank à la radio, regardaient les chars allemands au coin des rues et attendaient. 5 jours plus tard, quand Radio Prague lancerait son appel, « Appelez tous les Tchèques !» La ville entière se soulèverait en quelques heures. Mais cela devait encore arriver. Le 30 avril, Prague attendait avec l'attention de celui qui sait que l'instant décisif approche sans pouvoir calculer quand il arrivera. Reims et Karlshorst, 2 renditions, une blessure dans l'Alliance. Tandis qu'Hitler mourait à Berlin, au quartier général allié de Reims, en France, il n'y avait aucune négociation de reddition en cours. Ce qui existait, c'était une attente calculée, une architecture de pression construite pendant des semaines et la certitude que l'effondrement allemand était déjà une question de jours. Le général Eisenhower, commandant suprême des forces alliées, avait laissé des instructions claires depuis longtemps. Il n'accepterait aucune reddition partielle conçue pour séparer les alliés occidentaux des soviétiques. Le gouvernement de Dönitz, qui ce 30 avril ignorait encore officiellement qu'Hitler était mort, tenterait exactement cela dans les jours suivants, offrir des capitulations par secteur, gagnant du temps pour que ses soldats fuient vers l'ouest et évitent de tomber aux mains des soviétiques. Eisenhower l'anticipait et l'avait bloqué d'avance. L'amiral Hans-Georg von Friedeburg arriverait à Reims le 5 mai avec des propositions partielles.
Eisenhower les rejeta sans ménagement, reddition inconditionnelle sur tous les fronts, simultanément ou pas de marché. Le jour suivant, le 6 mai, Eisenhower fixa un ultimatum. Si à minuit le 8 mai la reddition totale n'était pas signée, il fermerait les lignes alliées aux soldats allemands qui tentaient de les traverser vers l'ouest et reprendrait le bombardement des positions allemandes restantes. Dönitz, à Flensburg, comprit qu'il n'y avait pas de marge de manœuvre. Il envoya Alfred Jodl, chef des opérations du Haut Commandement Wehrmacht, avec l'autorisation de signer. À 2h41 du matin, le 7 mai 1945, dans une salle d'école reconvertie en salle de guerre, Jodl signa la reddition inconditionnelle de toutes les forces armées allemandes face aux alliés occidentaux et, simultanément, face au commandement soviétique. La cérémonie dura exactement 20 minutes, mais ce qui suivit ne fut pas le silence de la fin. Ce fut le début d'une crise diplomatique qui faillit fracturer la Grande Alliance au dernier moment. Le général soviétique Ivan Sousloparov, seul représentant russe à la cérémonie, avait envoyé plusieurs télégrammes à Moscou demandant des instructions. Aucun ne reçut de réponse. Il signa quand même, s'appuyant sur une clause qu'il avait lui-même insisté pour insérer, qu'une nouvelle cérémonie pourrait être tenue si l'un des alliés le demandait. Quand Staline apprit ce qui s'était passé à Reims, sa réaction fut celle d'une colère maîtrisée. Le général Chtemenko, du haut commandement soviétique, se souvenait d'une réunion d'urgence au Kremlin ce même matin. Staline arpentait le tapis en pensant à voix haute. Les alliés occidentaux ont négocié cela directement avec Dönitz, et rien de bon n'en sortira. Cela ressemble à une sorte d'accord louche, pas à une véritable reddition. Aucun de nos principaux commandants ni hauts fonctionnaires du gouvernement n'était présent. Nous avons souffert davantage de l'agression de Hitler et avons apporté la plus grande contribution à notre victoire commune. La Russie a brisé l'échine de la bête fasciste, et maintenant, à la fin de la guerre, cela se produit. Staline exigea une deuxième cérémonie à Berlin, représentée par le maréchal Zhukov. L'accord de Reims resterait comme préliminaire, celui de Berlin serait définitif. Eisenhower, avec sa noblesse de caractère caractéristique, répondit immédiatement. Au lieu d'insister pour que les soviétiques acceptent ce qui était déjà signé, il assuma la responsabilité du malentendu et accepta la deuxième cérémonie. Il envoya en outre un communiqué urgent tant au gouvernement américain qu'au gouvernement britannique, leur demandant de s'engager formellement à ne pas accepter de reddition partielle allemande qui exclurait les soviétiques. La deuxième signature eut lieu le 8 mai 1945 à minuit à l'école d'ingénierie militaire à Karlshorst, une banlieue et de Berlin. La salle était grande, environ 18 par 12 mètres, avec 2 niveaux et un petit balcon sur un côté. Le maréchal Zhukov présidait. Le maréchal Keitel signa pour l'Allemagne. L'Air Chief Marshal Sir Arthur Tedder signa pour les alliés occidentaux aux côtés du général Jean de Lattre de Tassigny pour la France et du général Karl Spaatz pour les États-Unis. Même à ce moment-là, Keitel tenta de gagner du temps. Il voulait plus de temps pour que ses troupes reçoivent les ordres de cesser le feu. Il voulait que soit supprimée la clause sur la remise immédiate des armes et équipements. Zhukov la maintint. L'impasse se résolut seulement quand Zhukov cria à travers la salle « Je vous donne ma parole de soldat !» Il était déjà après minuit. La correspondante de guerre Kay Summersby décrivit le moment de la signature. Le maréchal retira soigneusement un gant gris avant de prendre la plume. Il regarda avec mépris les journalistes bruyants, puis gribouilla sa signature comme s'il voulait expédier un travail malpropre au plus tôt. Ensuite, Zhukov donna un ordre de départ. Les nazis se levèrent comme dans un défilé. Keitel leva de nouveau son bâton dans un bref salut. Ils quittèrent la salle avec une sortie aussi dramatique que leur entrée. Ce qui suivit fut une fête de 4 heures avec un orchestre au balcon, 29 toasts individuels, un banquet de plats froids, fruits de mer, gâteaux et vodka. Le maréchal Zhukov, qui selon le récit de Summersby termina en dansant la Rouskaïa, porta le deuxième toast, après celui obligatoire à Staline, en l'honneur du général Eisenhower, qu'il félicita comme un grand général et l'un des fils les plus éminents d'Amérique. Pour l'Union soviétique, le 9 mai serait son jour de la victoire. Pour les alliés occidentaux, le 8 mai.
2 jours de célébration qui reflétaient non seulement les différents fuseaux horaires, mais aussi la réalité de 2 guerres partiellement distinctes qui avaient coïncidé dans le même ennemi et le même résultat, mais non pas dans les mêmes sacrifices. Le monde sans le savoir. Londres, Moscou, New York. Le 8 mai 1945 à 15h, heure d'été britannique, Winston Churchill s'adressa au pays depuis la BBC. Hier matin, à 2h41, au quartier général, le représentant du haut commandement allemand et du gouvernement allemand, le général Jodl, a signé l'acte de reddition inconditionnelle de toutes les forces terrestres, navales et aériennes allemandes en Europe face à la force expéditionnaire alliée et simultanément face au haut commandement soviétique. Aujourd'hui, cet accord sera ratifié et confirmé à Berlin. La guerre allemande a pris fin. Quand Churchill prononça ces 4 dernières paroles, « The German war is therefore at an end ». Depuis les fenêtres ouvertes sur le Whitehall encombré, depuis les postes radio allumés dans les hôpitaux, dans les foyers, dans les ateliers, dans les usines, depuis les haut-parleurs installés dans les rues de toute la Grande-Bretagne, jaillit un rugissement sans précédent. À l'hôpital de Paddington Green, une infirmière bénévole tenait la main d'une petite fille au moment où Churchill parla. Quand le discours se termina, la fille demanda « Qu'est-ce que ça signifie ?» L'infirmière répondit du mieux qu'elle put « Que tu verras des lumières dans les rues et des fenêtres illuminées la nuit, que tu n'entendras plus jamais une sirène. » La fille la regarda avec une incrédulité absolue. « Plus jamais une sirène ?» répéta-t-elle tout bas. Elle ne pouvait y croire. L'écrivaine Molly Panther Downs, correspondante du New Yorker à Londres, captura le caractère de ce jour avec précision. Quand le jour arriva enfin, il ne ressemblait à aucun autre dont quiconque puisse se souvenir. Il avait sa propre saveur, une spontanéité qui lui donnait quelque chose de la qualité d'une immense et heureuse fête de village. Et elle ajoutait, avec nuance, « Tout au long de la journée, le passé meurtrier était pour la plupart des gens juste sous la surface du beau et sûr présent. » Il n'y eut pas de sirène de célébration. Le gouvernement avait décidé de ne pas le faire par crainte de réveiller trop de souvenirs douloureux chez ceux qui avaient entendu ces mêmes sirènes annoncer les bombardements pendant 5 ans. À la place, les cloches de toutes les églises d'Angleterre sonnèrent à toute volée. Les remorqueurs de la Tamise actionnèrent leurs sirènes. Les avions survolèrent Londres en lançant des signaux colorés sur la foule. À Stoneyburn, une petite localité de West Lothian en Écosse, William Peyton décrivit les célébrations. La ville était couverte de drapeaux, il y avait des chants et des danses et une procession. Les festivités furent interrompues à 21h pour écouter le roi parler. Cette nuit-là, des feux de joie furent allumés à chaque coin de rue et les gens chantaient jusqu'aux premières heures du matin. Le roi George VI parla à 21h. Pour ceux qui l'écoutèrent, ce fut son meilleur discours. Avec une émotion qui traversait sa tendance à bégayer, « Aujourd'hui, nous rendons grâce à Dieu Tout-Puissant pour une grande délivrance. » Parlant de la plus ancienne capitale de notre empire, frappée par la guerre, mais jamais un instant découragé ni intimidé. Je vous demande de vous joindre à moi dans cet acte de gratitude. Souvenons-nous de ceux qui ne reviendront pas. À Moscou, le 9 mai fut le jour de la victoire. Les citoyens soviétiques apprirent que la guerre était terminée seulement à ce moment-là, pas le jour précédent. La signature de Reims n'avait pas été communiquée à la population soviétique. C'était pour les Russes comme si cela ne s'était jamais produit. Ce qui comptait était Karlshorst, Zhukov, Berlin. La journaliste Nina Kochova avait écrit à une amie depuis Moscou le 1er mai. « Je vous envoie mes meilleurs vœux pour la fête. Pour la première fois en année, tout le monde à Moscou est vraiment heureux. La joie est partout. Hier soir, toutes les restrictions d'obscurcissement à Moscou ont été levées. Maintenant, la ville est baignée de lumière. C'est la 2e nuit que je n'ai pas besoin de baisser les rideaux noirs de tulle. La chambre semble différente, brillante et accueillante. Le 9 mai, cette lumière qui était revenue fut célébrée avec des feux d'artifice pendant des heures. Les salons d'artillerie tonnaient dans toute la capitale. Les rues s'emplirent de gens qui s'embrassaient, pleuraient et chantaient. C'était la victoire d'un peuple qui avait perdu 27 millions de personnes, soldats et civils, dans la guerre la plus destructrice de son histoire.
À New York, la nouvelle de la reddition déclencha des célébrations à Times Square que les journaux du jour suivant décriraient comme incontrôlables, des milliers de personnes bloquant la circulation, des confettis tombant des immeubles, des étrangers s'embrassant. CBS tenta de maintenir la mesure dans sa transmission. C'est évidemment un fait, mais ce n'est pas officiel. Officiel est officiel, et voilà, pour tous les besoins d'une définition absolue, le jour que nous pensions devoir appeler jour 5E. En Louisiane, dans les bayous, Anne Ralph voyageait en train quand elle entendit les cloches des petites villes qui passaient. Je ne savais pas ce qui se passait jusqu'à ce que le train s'arrête et que quelqu'un nous dise que la guerre en Europe était terminée. À la Nouvelle-Orléans, les gens littéralement dansaient dans les rues. Ils chantaient, dansaient, sautaient dedans et dehors des fontaines. C'était comme le Mardi Gras. Les soldats, à la fin, le silence de ceux qui ont combattu. Mais dans les lignes de front, parmi les soldats qui avaient vécu la guerre de près, la réaction fut radicalement différente. Le lieutenant William Preston, de la 65e division d'infanterie de l'armée du général Patton, écrivit à son frère depuis l'Allemagne. « La guerre en Europe a pris fin. J'arrive à peine à le croire, car il semble que c'était hier quand nous avons vu notre première action à la ligne Siegfried. Le jour 5E, je me suis assis près d'une fenêtre ouverte et j'ai observé et écouté tandis que des milliers de soldats allemands, des milliers d'entre eux, passaient en route vers un camp de prisonniers. Je ne sais pas quelle est la réaction à la maison. Par une radio rafistolée, nous avons entendu dire que du papier déchiré et des confettis tombaient des bâtiments de New York. Nous avons entendu dire qu'il y avait des célébrations sauvages dans les rues de Londres. Mais les troupes de première ligne n'ont pas célébré. La plupart des hommes ont simplement lu la nouvelle dans le bulletin de division envoyé aux troupes, ont dit quelque chose comme « je suis content » et s'en sont allés. Peut-être que c'était différent en dedans, ou peut-être qu'ils étaient trop fatigués ou pensaient à la maison ou aux camarades qui n'ont pas vécu pour voir la victoire. Le caporal Tom Renouf, du régiment Black Watch de la 51e division de montagne écossaise, avait combattu depuis les plages de Normandie jusqu'à Bremerhaven. On nous a dit que la guerre était terminée, et au début cela ne s'assimilait tout simplement pas, dit-il. Nous vivions au jour le jour, en essayant simplement de survivre. Et puis, graduellement, quelque chose s'ouvrit. Et j'ai commencé à réaliser que j'étais l'un des chanceux, et combien j'avais eu de la chance de survivre. Et alors, d'autres choses ont commencé à se produire. Je n'écoutais plus si des balles et des mortiers venaient vers moi. Je ne cherchais plus de positions ennemies qui pourraient nous tirer dessus. Je ne sentais plus la cordite des obus explosifs. Tout avait disparu. Et à la place, j'écoutais les oiseaux, sentais les fleurs, jouissais du paysage, regardais simplement la beauté du monde. Quel contraste, d'un extrême à l'autre. Et j'ai senti que j'étais né de nouveau. Lee Dickmann, de la 11e compagnie du génie de l'armée sud-africaine, était près de Klagenfurt en Autriche quand arriva minuit du 8 au 9 mai. Il l'a décrit dans un langage qu'aucun chroniqueur officiel n'aurait pu fabriquer. Un dieu quelconque, quelque part, a dit que la lumière soit de nouveau, et il y eut lumière. Les projecteurs balayaient des baguettes magiques d'un côté à l'autre, les fusées éclairantes, d'un blanc brillant, descendaient lentement. Les grenades d'illumination arrachèrent des éclairs de flammes au ciel. Les feux de couleur formaient des arcs de rouge, vert et orange. Les traceurs laissaient tomber des colliers rouges dans les mains creuses de la nuit. Tout le monde lançait dans le ciel n'importe quoi qui puisse exploser dans un débordement de joie, de soulagement, d'espoir. J'ai marché lentement dans l'obscurité de cette petite ville autrichienne. Des gouttes d'or de lumière se sont versées sur mes pieds quand les rideaux d'obscurcissement ont été écartés. Les volets se sont ouverts en grand et les réverbères clignotèrent, hésitèrent et puis brûlèrent intensément. Je me souvenais des camarades qui étaient morts à mes côtés. L'horreur des bombes qui tombaient, la reddition sombre d'un soldat allemand désillusionné. Et j'ai remercié ce Dieu anonyme du fait que moi, même si c'était minime, j'avais aidé à chasser le mal qui avait plongé l'Europe dans l'ombre pendant si longtemps. C'était le jour FE. Le carnage était terminé. Je pouvais rentrer à la maison. L'héritage, ce qui resta après le feu. L'héritage du 30 avril 1945 ne s'est pas achevé ce jour-là. Il continua à se ramifier pendant des semaines, des années et des décennies. À Breslau,
La ville qui tomba 6 jours après Hitler, les soldats soviétiques qui entrèrent le 6 mai trouvèrent un paysage de dévastation quasi totale. Le soldat Alexander Fedotov écrivit à sa mère « Cela peut sembler étrange, mais ce que j'ai désiré le plus ces derniers mois, c'est le silence du bruit des canons et des grenades qui tombent. Cet après-midi-là, pour la première fois de ma vie, j'ai entendu chanter les rossignols dans les buissons. » Au camp de Ravensbrück, libéré le 30 avril, le capitaine soviétique Boris Makarov trouva environ 3000 femmes malades, dont beaucoup des Russes, dans des conditions qui défiaient toute description. Il y avait des expériences médicales, des stérilisations de masse, des amputations. Les SS avaient forcé à la marche plus de 20 000 détenus dans une marche de la mort, quelques jours auparavant. Celles qui restaient étaient trop faibles pour marcher. Au camp de Theresienstadt, en Bohême, tôt le 9 mai 1945, le dernier grand camp libéré par l'armée rouge, le détenu Erich Kessler fut réveillé par le bruit des chars. Il courut dans la cour de l'hôpital. Les véhicules blindés soviétiques démolissèrent la clôture périphérique. « J'ai couru dans la cour de l'hôpital », se souvenait Kessler. Leurs véhicules blindés démolissaient déjà la clôture. Une procession de chars avançait constamment sur la route en direction de Prague. C'était complètement sombre, mais la lumière de leurs phares illuminait le chemin. Nous les acclamions et tous nous chantions l'international, chacun du mieux qu'il pouvait, allemands, tchèques, polonais, hongrois, tous mélangés, mais chaque version rendue avec une gratitude enthousiaste. En Europe occidentale, les camps de concentration découverts par les alliés anglo-américains avaient provoqué un choc sans précédent. Belsen, libéré le 11 avril par la 11e division blindée britannique, avait 60 000 détenus dans des conditions de maladie et de malnutrition extrêmes, avec 10 000 autres cadavres dispersés dans l'enceinte et dans des fosses ouvertes. Dachau, libéré le 29 avril par les troupes des 42e et 45e divisions américaines, avait laissé les soldats dans un état de choc. Il y avait un train de marchandises abandonné avec des dizaines de wagons et à l'intérieur des centaines de cadavres. Le lieutenant-colonel Félix Sparks de la 45e division se souvint que les vétérans endurcis au combat étaient extrêmement angoissés. Il a fallu environ 30 minutes avant que je ne puisse rétablir l'ordre et la discipline. La libération de ces camps fut simultanément la démonstration la plus brutale possible de ce à quoi la guerre avait servi. Le sergent Trevor Greenwood, du 9e bataillon du régiment royal des chars, stationné dans la ville allemande de Schüttorf, écrivit à sa femme à la fin avril à propos d'une peinture qu'il trouva dans la salle des officiers d'une maison allemande. À première vue, cela semblait être un paysage de lande, avec des bouleaux argentés et de la bruyère en fleurs. Mais en s'en rapprochant, la ligne d'horizon avait quelque chose d'étrange. Cette irrégularité n'est rien de plus qu'un camp de concentration complet, décrivit-il. Clairement visibles sont les tours de surveillance pour les mitrailleuses, les tours de projecteurs pour usage nocturne, l'enceinte de fil de fer barbelé qui enferme les cabanes en bois pour les prisonniers, et séparés, des bâtiments plus imposants en briques pour le personnel. Le tableau fut solennellement détruit par les officiers. Le 30 avril fut aussi le jour où 30 000 survivants de Dachau, ceux qui étaient encore vivants, commencèrent à comprendre qu'ils avaient survécu. L'ingénieur Donald Jackson décrivit le travail de nettoyage du camp des morts. Nous utilisions des chariots pour empiler les corps et nous forcions les civils allemands à faire le chargement. C'était un exercice délibéré de confrontation morale. Les mêmes villes qui avaient ignoré ou toléré les camps pendant 12 ans devraient regarder ce qui avait été fait en leur nom.